on va parler de trois petites choses. D'abord, je vais juste positionner le contexte de ce que sont les affaires industrielles de Sanofi et de pourquoi on travaille sur ces sujets digital et data. Comment la data s'inscrit dans notre feuille de route digitale. Et puis, donner un peu d'ouverture sur la fin parce qu'en fait, on ne fait que commencer dans ce qu'on est en train de faire. Et globalement, il y a des choses extraordinairement intéressantes qui arrivent derrière. Comme on disait aussi, l'industrie et l'industrie pharmaceutique en particulier, on n'est pas nécessairement la première industrie en termes d'adoption et de transformation digitale. Donc je vais dire ce que je dis très humblement et sans doute sur un certain nombre de sujets, on n'a pas grand-chose à vous apprendre, même si c'est toujours intéressant. Les affaires industrielles de Sanofi, donc Sanofi est un des premiers groupes pharmaceutiques au monde, un chiffre d'affaires de 35 milliards, et avec une stratégie de manufacturing interne qui est assez forte. Donc la partie affaires industrielles qui couvre l'industrialisation des nouveaux procédés, la production proprement dite, la supply chain et la qualité, c'est 33 000 employés. On est présent sur 75 sites dans le monde et dans 35 pays. Un joli terrain de jeu à digitaliser. On produit pas loin de 5 milliards de boîtes et on a un outil industriel qui est en évolution assez forte avec pas loin de 5 milliards d'investissements sur nos capacités de production depuis 5 ans, ce qui est aussi une belle opportunité de faire des choses un peu nouvelles. En termes d'activité, notre ambition et le contexte dans lequel s'inscrivent nos activités digitales, c'est une ambition de faire des affaires industrielles un lieu d'excellence de production et un des top 3 producteurs de pharmaceutiques dans le monde. Pour ça, on a un certain nombre de fondamentaux industriels, qui sont le service client, la qualité, la santé, la sécurité, l'environnement, et une culture d'équipe et de collaboration. C'est une base. Et ensuite, on a un certain nombre de transformations. On a une transformation sur une feuille de route industrielle, sur laquelle je reviendrai. On a un modèle d'excellence industrielle qu'on essaye d'établir. Et on a une excellence industrielle du XXIe siècle qui est finalement le digital et qui s'inscrit dans des étapes. Le digital va s'inscrire dans une transformation industrielle en cours et ne va pas être quelque chose qui se fait à côté. Et c'est quelque chose qui est très important dans la manière dont on essaye de travailler. Le digital renforce les fondamentaux déjà existants sans nécessairement les remplacer, mais en les amplifiant. Et donc, dans ce contexte, les 3 transformations majeures sur lesquelles on travaille, c'est d'abord une transformation vers des activités biologiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'industrie pharmaceutique, sans doute pas. Historiquement, l'industrie pharmaceutique, c'était pas mal de chimie. On fabriquait des petites molécules par synthèse chimique. Et de plus en plus, l'activité dans le monde pharmaceutique, c'est un monde biologique et de biotech. Sanofi est dans une transition extrêmement rapide dans cette direction, avec des investissements majeurs et une évolution de nos produits qui est extrêmement fort. Quand on regarde notre portefeuille de nouveaux produits, on est à peu près 70% de nos produits qui sont dans le pipeline de développement, qui sont des produits biologiques. Et c'est une transition à la fois industrielle et de capacité de maîtrise de la production qui est très importante. Deuxième transformation qui s'inscrit dans le cadre de notre excellence industrielle, c'est ce que nous avons appelé le Sanofi Manufacturing System. C'est un ensemble de pratiques, un peu pour ceux qui connaissent l'automobile, à l'équivalent de ce qui s'appelle TPS, le Toyota Production System, pour constituer une méthode uniforme de production à travers l'ensemble de nos usines. Et enfin, la troisième transformation, c'est la transformation digitale, qui va être le principal objet de mon activité. Juste en transformation biologique, comme je disais, petites molécules, pas des grandes molécules. Des molécules qui ciblent une seule indication thérapeutique vers des molécules qui ciblent plusieurs indications thérapeutiques, des molécules beaucoup plus complexes et un développement qui est beaucoup plus complexe. On va générer beaucoup plus de données et beaucoup plus de complexité dans la modélisation de ces produits. Et enfin, une volonté d'internaliser la maîtrise des plateformes technologiques de production et donc de maîtriser aussi l'ensemble des moyens qui permettent de contrôler, optimiser ces productions. Encore une fois, Sanofi est dans une optique d'internalisation de son manufacturing. Je parlais de manufacturing system. Donc, le manufacturing system, c'est un ensemble de standards, de modes de travail communs qui sont partagés à travers l'ensemble des sites de production de Sanofi. Par exemple, nous avons un outil qu'on appelle le plus QDCI pour sécurité, qualité, delivery, cost et involvement, qui est un outil de daily stand-up que l'on utilise dans l'ensemble des différents ateliers à travers le monde avec le même format, le même mode de fonctionnement. De la même manière, on a établi un certain nombre de modes de travail communs sur des unités de production autonomes, sur des méthodes de transformation et d'amélioration opérationnelle qui sont existants. Dans ce Sanofi Manufacturing System, on a un certain nombre d'éléments fondamentaux de culture. Je vais en prendre 3. Par exemple, le Go to Gemba.
petit monde industriel, le Gemba, c'est l'atelier de production. La vérité est sur le terrain. Toujours aller chercher la vérité sur le terrain, parce que c'est sur le terrain qu'on a les vraies informations, qu'on peut trouver les vraies réponses, les vraies solutions. Élimination de Muda. Muda, c'est du japonais, encore une fois, c'est le gâchis. Toujours éliminer le gâchis. Simplifier, éliminer le gâchis. Et donc ça, c'est des fondamentaux de notre manufacturing system qui existent aujourd'hui, qui sont notre génération actuelle. L'évolution qu'on essaie d'enclencher avec le digital, c'est d'y rajouter à ça un certain nombre d'autres fondamentaux. Et en fait, on va retrouver les 4 fondamentaux dont je parlais en introduction. Le fait de toujours exploiter la data. Toujours dans toute activité, capturer, structurer, analyser et exploiter la data pour s'améliorer. Toujours dans une situation, penser à l'automatisation et les équipes sur le terrain, dans le Gemba, qui le fassent. Et c'est de cette manière-là qu'on essaye de construire finalement une transformation digitale qui s'inscrit dans la culture industrielle existante, mais qui exploite les nouvelles opportunités. Et ensuite, j'arrive au digital. Alors, comme dans toute industrie, les choix de priorité et de compréhension de ce qui est possible en termes de digitalisation industrielle, c'est quelque chose qui est assez vaste. Et c'est vrai qu'on a passé un certain temps à essayer de définir des priorités, des directions, trouver une compréhension partagée de ce qu'on cherchait à faire. Et on a fini pour ça par construire une vidéo qui montre l'ambition et la vision que nous avons. Et donc je vais vous montrer ça parce que finalement c'est peut-être le moyen le plus simple d'essayer de partager ce qu'on cherche à construire. Et j'ai même réussi à basculer de l'autre côté. Advances in medical science and innovation. With increasing advances in medical science and innovation, complex medicines are set to become even more important. To keep pace with this shift, Sanofi is committed to ensuring our industrial capabilities. Sanofi is committed to ensuring our industrial capabilities are as innovative as the drugs in our pipeline. To enable this transformation, a 4.7 billion euro investment program has been underway over the last 5 years. Has been underway over the last 5 years. The factory of the future will be digitally enabled. The factory of the future will be digitally enabled. We will see the adoption of new evolution of intelligent equipment. We will see the adoption of sophisticated process technology equipment and solutions to augment operators with additional capabilities and solutions to augment operators with additional advanced data analysis solutions. It will allow us to further improve the quality, data analysis solutions and reliability to further improve the quality and optimize our inventories and logistic flow. This plant will produce monoclonal antibodies in single-use fermenters. All production and setup steps data will be documented in real time, resulting in a paperless manufacturing solution with electronic batch records, review and write time release, and real-time process control. Leveraging 3D models from engineering and real-time data during the production process, it will be possible to optimize operations by using a digital twin, mirroring the real plant and enabling simulations of changes. Digital twin technology will also be used to train and prepare operators before the plant has been built. The first stage of the production starts with the upstream process, fermentation and cell amplification. For this, we use single-use bioreactors with disposable bags instead of a culture vessel made from stainless steel. Single-use bioreactors will change the way we operate and organize our facilities with a higher level of flexibility. All bioreactors are equipped with inline sensors to allow multiple measurements of various data and parameters. It creates a fingerprint of the process. Therefore, all procedural irregularities are spotted immediately and rectified to avoid any impact on the product's quality. Once the cells have been produced, the next step is to purify the drug. Again, all the necessary pieces of equipment will be closely monitored by a series of sensors that share information. A standard batch would thus create more than 3 billion data points from over 5,000 parameters for every single batch produced. That's a lot of data. It will all be transported by a reliable and high-speed network and a sophisticated storage and analytics infrastructure.
Once the data has been analysed, employees will be able to access its findings via a number of interactive screens located throughout the plant. Continual monitoring of data allows for a better understanding of the complexities of the production process. The ambition for Sanofi is to create a fully fledged and disruptive biotechnology sector, answering the demand for customized and high-quality products. A patient-oriented, flexible, digital and sustainable ecosystem. This is Sanofi's vision for its factory of the future. Alors, désolé pour le son. Alors ça y est, vous êtes prêts à vous lancer? Vous êtes décidé à créer votre premier site web? Et en plus, vous voulez faire avec WordPress? Merci. D'abord, l'industriel, c'est pas sale, ça que vous pouvez voir, c'est très propre, c'est stérile, c'est magnifique. Non, ce qu'on utilise cette vidéo, c'est vraiment aussi pour partager à travers l'ensemble de nos employés une certaine vision. Et ça va un peu vite, mais en fait, chacun des différentes séquences correspond à un scénario, une manière d'utiliser des nouveaux outils, une manière d'utiliser la data pour optimiser des activités. Et je pourrais aussi mettre des euros derrière, mais ça, on le fera un autre jour. On a trouvé ça extrêmement important pour aligner tout le monde sur à quoi ça va servir ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est vrai que dans un certain nombre de cas, les scénarios sont, pour beaucoup de gens, y compris les gens dans les usines, qui même si ce n'est pas sale, restent des industriels, ça peut paraître un peu théorique. Donc ça est très important pour nous d'avoir établi ces éléments-là. Et emmener l'humain avec nous, encore une fois, le Gemba, l'humain, les gens, est finalement la principale condition de succès. Et donc c'est pour cette raison qu'on a aussi travaillé beaucoup sur ça. Si je remonte un peu en arrière et que je reviens sur une structuration plus programmatique et moins marketing, nous avons principalement 5 piliers dans la transformation digitale de l'affaire industrielle et qui sont des domaines dans lesquels on a identifié de l'opportunité par les nouveaux moyens disponibles et avec un impact opérationnel qui est attendu derrière. Rapidement, les 5, j'ai d'abord chez ce qu'on appelle l'industrialisation intégrée. Développer un nouveau produit pharmaceutique, c'est quelque chose qui, dans le meilleur des cas, met une dizaine d'années. Et l'ensemble des informations ou des transformations de processus, de connaissances et d'informations qu'on doit transférer est un élément de digitalisation assez fondamental. Dans d'autres industries, ils ont appelé ça PLM. On va faire à peu près le même genre de choses. L'objectif est très clair, pouvoir mettre sur le marché plus rapidement des nouveaux produits et des produits moins chers. Deuxième sujet, c'est, pas dans l'ordre, ce qu'on appelle les équipes, les opérations connectées. Comment je fais pour apporter de nouvelles informations, de nouveaux services aux opérationnels sur le terrain? Gemba, encore une fois, dans l'atelier. Comment je fais pour mettre à disposition des outils digitaux pour qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher du papier dans le bureau, de partager du papier, de noter des choses sur du papier? Comment est-ce que je digitalise mes routines visuelles de management et de performance? Je parlais du plus QDCI tout à l'heure. Troisième sujet, c'est la qualité. Globalement, c'est assez simple. Comment je fais pour utiliser de l'analyse de données, de l'analyse textuelle? Pour chaque fois que je produis quelque chose, je suis bon la première fois. Je n'ai plus de problème de qualité. J'élimine mes problèmes de qualité potentiels. Troisième sujet, l'usine connectée. Comment je fais pour avoir l'ensemble de mes activités qui sont connectées, l'ensemble de mes équipements qui produisent de la donnée que je peux exploiter, avec un objectif qui est relativement simple, c'est d'avoir une utilisation de ma capacité de production qui est plus importante et un temps de cycle de mon usine qui est plus court. Ça peut vous surprendre, dans une usine biologique, le temps de cycle entre le moment où je démarre la production d'un produit et le moment où il se termine peut assez facilement dépasser les 150 jours. Réduire ce temps de cycle est quelque chose d'extrêmement important et dans lequel il y a des vrais moyens. Et enfin, dernier niveau qui est relativement plus classique, c'est l'optimisation de notre supply chain avec de l'optimisation prédictive, de planning de demande, d'optimisation d'inventaire et d'optimisation logistique. On est dans une situation qui n'a rien de spécifique, à ceci près que quand on a un produit qui est un produit qui permet de sauver des vies, on a quelques contraintes et obligations supplémentaires. Et donc c'est un domaine dans lequel nos investissements sont aussi assez importants. Derrière chacun de ces 5 piliers, en fait, aujourd'hui, on fonctionne dans un mode où on construit ce qu'on appelle un produit digital, qu'on va initier avec un MVP et un cycle court pour prouver l'opportunité et créer la valeur derrière. Et donc, chacun de ces piliers génère un ensemble de produits qu'on utilise avec un développement en mode produit, pas en mode projet,
en créant d'abord la première itération avec un site et en commençant à l'itérer sur les autres sites derrière. Donc on a réussi à créer pour le moment cette mécanique d'initiation de nouveaux projets pour créer des produits qu'on va établir progressivement à travers le réseau et les déployer. Pour ce faire, on a dû travailler sur des infrastructures data que nous n'avions pas. Et vous l'aurez deviné, dans quasiment tous les scénarios dont je parlais avant, la maîtrise de la data, la capacité à la capturer, l'exploiter, la structurer et la mettre en œuvre, est quelque chose de fondamental. On a construit un data lake. Grâce à l'aide de Xebia, d'ailleurs, je les en remercie, ainsi que l'ensemble des collègues qui ont travaillé sur ce sujet. Vous allez me dire que ça n'a rien d'extraordinaire de faire un data lake, même si ce n'est pas si simple que ça. Pour nous et pour l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose de relativement nouveau, parce que nous avons des contraintes sur la gestion de nos données, des contraintes réglementaires sur la maîtrise de l'ensemble de nos activités, et où finalement l'utilisation de technologies cloud agiles, c'est quelque chose qui est extrêmement émergent. Et on a décidé d'aller dedans de manière très volontaire, parce qu'on sait que ceci va être un investissement à long terme, et parce qu'on sait que le temps d'y arriver, de toute façon, il faut qu'on se mette au plus haut niveau. C'est une des raisons pour lesquelles on est parti dans une optique de dire, dès le début, je veux être serverless dans mon démarche de choix technologique. Ce n'est pas totalement mature par nos besoins. On sait que ce n'est pas mature, mais le temps qu'on arrivera à industrialiser, à avoir réellement fonctionnement à l'échelle, ce sera la technologie. Et notre capacité à aborder ce type de sujet, encore une fois, ça a été une grande volonté de la part de nos différentes équipes techniques et une aide de Xebia que je remercie encore une fois. Pourquoi est-ce que par ailleurs c'est un peu différent? Une des raisons, et je reviendrai dessus, c'est que dans le monde industriel, on a la chance et le bonheur de travailler avec des structures de données légèrement différentes. Nous avons des données qui viennent de systèmes informatiques. On a aussi beaucoup de données qui viennent depuis des environnements physiques, essentiellement des équipements de labo, avec des mesures qui sont des mesures d'équipement de labo, et des équipements de production et d'IoT qui génèrent aussi des données qui sont sur des structures légèrement différentes. Donc on est assez content finalement de ne pas arriver nécessairement parmi les premiers pour travailler sur ce sujet, parce qu'on a sans doute quelques complications supplémentaires. Pour le moment, on est parti dans une optique d'avoir cette infrastructure de lake qui est générique et transverse à l'ensemble de nos scénarios. Et on va, en fonction des différentes initiatives qui sont les produits digitaux, progressivement étendre le périmètre pour être capable de supporter les nouveaux scénarios. Un exemple de ce qu'on est en train de faire en ce moment, et c'est un projet qui commence à arriver en bout de MVP, c'est ce qu'on appelle un plan de control tower. Encore une fois, ça peut surprendre, mais en vrai, on n'a pas aujourd'hui une visibilité sur l'activité de bout en bout, sur une usine. Qu'est-ce qui se passe à un domaine? Qu'est-ce qui se passe entre différents ateliers, différents départements? Comment on crée de la visibilité sur le flux de production de bout en bout de l'usine? Comprendre sur chaque étape quel est le lead time moyen? Est-ce que je mets 10 jours, 20 jours en moyenne? Comprendre la variabilité de mon lead time et être capable d'optimiser de bout en bout. Avec cette démarche d'agrégation des données à partir de différents environnements, on est capable aujourd'hui d'avoir cette visibilité et de faire de l'analyse prédictive sur les étapes de production. Un exemple assez basique, mais assez fondamental pour nous, c'est d'être capable de prédire quand est-ce qu'un produit va être libéré pour être mis sur le marché. Pareil, rien. Dans notre industrie, c'est assez fondamental. On a une obligation de libération de produits par un pharmacien responsable. Ce pharmacien responsable doit avoir fait l'ensemble des analyses nécessaires et toute anomalie qui a été détectée quelque part dans le processus doit être totalement résolue avant de pouvoir libérer le produit. Sur notre supply chain, c'est quelque chose qui est désastreux quand soudain on a des situations imprévues. Et donc, avoir cette visibilité, savoir à l'avance que sur tel produit, j'ai ces anomalies qui sont là, j'ai tel retard parce que j'ai une machine qui est en panne et qui va être en panne pendant 3 semaines, et donc je dois optimiser ma production, est quelque chose qui va nous apporter un bénéfice significatif et qu'on n'était pas du tout capable de faire jusqu'à présent. Ensuite, comme je disais, nous ne faisons que commencer. Et une des raisons pour laquelle on ne fait que commencer, c'est parce que les différentes activités et les exemples que je montrais ici sont des activités dans lesquelles on est principalement dans la digitalisation de notre activité opérationnelle. On regarde sur des structures d'usines qui sont certes pharmaceutiques, mais qui sont des structures d'usines relativement simples. Dans notre transition biologique, on commence à aborder des domaines qui sont vraiment différents et qui sont par ailleurs passionnants. On peut en débattre. Moi, je suis persuadé que l'endroit le plus intéressant pour faire du digital, de la data, ça va être les biotech de demain. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Et il y a des raisons assez simples à ça.
Parce que je vous ai montré une vidéo de notre usine du futur, mais en fait, notre usine, c'est ça. Alors ça, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Les gens au premier rang? Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Quelle est la différence entre celle de gauche et celle de droite en termes d'usine de production? Non, je n'avais pas prévenu. Prokaryote, eucaryote, mais c'est pas grave. Structure, noyau avec l'ADN. En fait, en production biologique, ce qui produit notre produit, l'usine, c'est ceci. Après, on met beaucoup d'environnement autour et c'est assez compliqué ce qu'on met autour. Mais au final, c'est ça qu'on cherche à maîtriser. Et ça, c'est du vivant. C'est du vivant qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas vraiment traiter. Et le vivant, il va passer à travers un certain nombre d'étapes de processus qu'on peut représenter ici. Donc ça, il y a une première partie qui est, globalement, je crée des cellules qui vont produire ma molécule avec des éléments d'amplification. Je passe d'un petit réacteur à un gros réacteur et un très gros réacteur. Et puis après, j'extrais mon produit final. Et une fois que j'ai fait ça, je passe dans un truc de filtration et de purification où à la fin, je vais récupérer un produit final. Ce que je cherche à mesurer, mon objectif en termes de modélisation et de simulation data, c'est la modélisation de ma petite cellule qui passe à travers ces éléments. Alors très honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. On essaye, hein, mais vraiment, on ne sait pas le faire. En revanche, on commence à entrevoir sur un certain nombre de nouvelles technologies, les nouveaux moyens data, les nouveaux moyens d'algorithmes, de pouvoir modéliser et simuler ça. Et d'être capable, à chaque étape, de piloter le processus pour produire ce qu'on cherche à avoir à la fin. Et quand je dis ce qu'on cherche à avoir à la fin, c'est ceci. Alors, dans le temps, il y a des gens qui faisaient de l'aspirine. Alors, le petit chiffre que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle la masse moléculaire. C'est à peu près le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Donc, on est passé en quelques années d'une masse moléculaire de 180 à quelque chose qui est à 150 000. On fait des produits complexes, mais tout petits. Et la difficulté avec le produit complexe, c'est qu'en fait, on ne sait pas le caractériser à la fin. Quand je produis un iPhone, pour fâcher personne, à la fin, je sais valider que mon iPhone a bien la spécification attendue et quand je l'allume, il fait bien ce qu'il faut. Quand j'ai produit une molécule qui ressemble à ça, en fait, je ne sais pas vérifier que la molécule est ça, ne serait-ce que parce que la moitié du temps, quand je commence à l'analyser, je casse la molécule. Et donc, la seule manière de savoir que je fais bien le produit que j'ai testé dans mon essai clinique et qui va bien avoir le bon effet thérapeutique sur mon patient, c'est de suivre le même processus et de garantir qu'à chaque étape de mon processus, il s'est bien passé la même chose qu'avant. Autrement dit, un pilotage extrêmement fin en temps réel d'un processus de vivant. C'est génial. Et donc, c'est ça notre terrain de jeu sur lequel on commence à travailler demain et où les premières étapes de constitution d'infrastructures data vont commencer à servir. Et quand je regarde de l'extérieur et quand je commence à parler à des candidats potentiels qu'on est en train de recruter, on a des trucs qui sont vraiment géniaux. D'abord, on a un jeu de données qui est extraordinaire. Il y a peu de gens qui ont un jeu de données comme ça. On a des données qui vont de l'ADN jusqu'à des vidéos et des images de nos produits en production. C'est génial. J'ai énormément de textes aussi. S'il y a des gens qui veulent faire de l'analytique de texte, on produit une quantité de textes dans des données cryptiques avec des acronymes médicaux. Moi, je ne sais pas, mais bon, c'est un vrai truc à faire. On a, pour une grande partie des activités, des mesures incertaines. Donc, le retraitement de données imprécises, c'est génial. Dans le même ordre d'idée, j'ai une complexité systémique parce qu'une petite modification de mon ADN au début produit quelque chose de radicalement différent à la fin. Je ne peux pas isoler mon problème. J'ai une réalité d'interdépendance entre l'ADN et mon produit à la fin. J'ai une structure de données qui est assez marrante aussi. Quand je fais de l'analyse de données sur des campagnes marketing, j'ai des données relativement simples et sur des millions de clients. C'est facile. Nous, un lot de production bio, ça dure entre 1 et 2 mois. Autrement dit, si j'ai 10-20 ans de production, ça me fait quoi? 12, 120 lots de production. J'ai 120 jeux de test. Après, sur chaque jeu, j'ai des milliards de mesures. Mais c'est une dimension qui est assez marrante et qui est assez originale. En termes de maturité algorithmique, on commence à travailler dessus. On est essentiellement sur des time series, mais il se trouve que quand même aujourd'hui, le machine learning et le deep learning sur les time series, c'est un domaine émergent. Autrement dit, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. Et on commence aujourd'hui à travailler dessus, on commence à recruter des gens dans ces domaines. Et je pense que vous tous, comme nous, on est en concurrence sur les profils de data scientists et d'experts sur ces domaines. Je pense que c'est le cas. Nous, ça c'est notre terrain de jeu qu'on essaie de leur proposer, c'est notre manière aussi de les motiver, de les faire arriver. C'est une situation dans laquelle on espère bien arriver à convaincre des gens. Et de toute façon, de notre côté,
Convaincre les gens qui travaillent pour la santé du monde, c'est quand même pas assez sympa aussi, et en plus, le domaine est compliqué. Un dernier élément, qui est aussi un élément où beaucoup d'industries, et sans doute les gens dans cette salle ont la même problématique, sont des interactions avec les régulateurs. Toutes les industries sont régulées, l'industrie pharmaceutique est extrêmement régulée aussi. On commence à entrevoir de la même manière que dans d'autres industries une situation où nos interactions avec des régulateurs vont devenir de plus en plus intensifs. Aujourd'hui, le régulateur, il fait une inspection de temps en temps de notre production, et quand on met un nouveau médicament sur le marché, il y a un dossier de validation avec une autorisation de mise sur le marché. On voit bien arriver ce qui va arriver. Et les différents régulateurs, que ce soit la FDA américaine ou l'EMA, commencent à digitaliser leurs activités aussi. Et à chercher de la même manière à avoir des informations sous format digital, à avoir des flux de données qui sont de plus en plus fréquents et qui sont de plus en plus en temps réel. Et donc cette transformation qu'on a commencé de notre côté pour nos propres optimisations opérationnelles, on voit bien aussi que c'est un élément d'industrie. Accessoirement, s'il y a d'autres industries qui travaillent sur ce type de sujet, que ce soit la finance, l'automobile, qui sont sans doute un peu en avance sur nous, sur l'évolution de ces domaines, je pense que c'est un sujet sur lequel nous, on serait content de travailler parce qu'on sait bien que ça va arriver chez nous. Et sur ce, normalement, j'ai à peu près tenu le timing pour être capable de faire des questions qui viennent derrière. Merci. Vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour en arriver là? C'est le budget, c'est convaincre, c'est avoir des convictions sur les use cases, c'est je sais pas quoi, la technologie, enfin. Qu'est-ce qui a été le plus dur? On est arrivé là, on est au début, hein, quand même. Non, mais bon. En vrai, une des premières choses les plus dures a été de choisir par quoi commencer. Le sujet est extrêmement vaste. Et se réussit à définir un endroit concret sur lequel on peut travailler et arriver à le lancer sans que le système et le système immunitaire le détruisent est un des éléments qui sont relativement durs. Un autre élément qui pour nous était très dur, et c'est une spécificité industrielle, c'est la difficulté à faire de l'expérimentation limitée. Je vais prendre un exemple. Je suis en marketing, je voudrais faire du digital de mon activité marketing. Avant, je faisais de la publicité en print, en radio et en TV. Et là, je me dis, je vais mettre 5% de mon budget en digital. C'est assez simple, en fait. Moi, j'ai une ligne de production qui fait des seringues de vaccins. Tiens, je vais mettre 5% de ma production en digital. En fait, ça ne marche pas. Et donc, la capacité à tester des choses dans un environnement industriel, physique et réglementaire extrêmement cadré est quasiment la principale difficulté. Ensuite, on y arrive. Et on y arrive à condition de créer des environnements pour les gens pour qu'ils osent prendre ce type de risque. Créer des environnements dans lesquels on a le droit d'échouer. Créer des environnements où on cherche à changer le monde, mais en même temps, si on n'y arrive pas, ça ne va pas être nécessairement très grave. Où les gens peuvent travailler avec leurs compétences sans nécessairement se heurter à tous les blocages qui peuvent exister dans un environnement. Mais on n'en est qu'au début. C'est bon? Pas d'autres questions? Si, au fond. Alors, je profite... Il y a des questions, il y a des questions. Ah, yeah. Tout d'abord, merci. Une question sur la partie IoT. Vous avez beaucoup parlé de maintenant le digital twins, etc. Qu'est-ce que ça implique dans vos usines? Est-ce que vous prévoyez de remplacer tous vos containers, toutes les installations et mettre des capteurs partout? Alors, on a prévu de prendre tout notre outil industriel de 50 ans et de le jeter. Non. Les choses ne sont jamais aussi simples et la réalité de notre infrastructure industrielle est assez variable. J'ai des usines qui sont en cours de commissionnement, où j'ai tout qui a été conçu avec les capteurs. Je vais avoir les données à partir d'un historian, ça va être parfait, c'est beau. J'ai des usines avec des équipements qui ont une moyenne d'âge de 20 ans, où aujourd'hui on commence à installer des capteurs externes à l'équipement
qui permettent d'avoir le minimum d'informations, par exemple sur une ligne de packaging, d'être capable de dire j'ai tant de produits qui sont passés. Et puis on a le gros espace au milieu où on va chercher quelque chose d'un peu intermédiaire et très honnêtement, on n'a pas trouvé la solution encore. On expérimente différentes approches, on expérimente des approches dans lesquelles on essaye de faire de l'historian complet, mais de manière plus légère sur de l'équipement existant. On est en train d'explorer des mécanismes pour vraiment utiliser les dernières technologies IoT, plutôt du monde cloud, que ce soit Greengrass ou Azure IoT, pour être capable de créer ces types de nouveaux packages qui s'intègrent plus ou moins avec l'équipement. Il n'y a pas de solution miracle. Mais en revanche, on sait que c'est un des fondamentaux de notre transformation. Si on n'arrive pas à créer cette connexion entre le monde physique et le monde virtuel, on ne va jamais arriver à beaucoup changer de choses. Alors s'il y a des gens qui ont une solution à ce truc, je suis preneur, on prend tout, mais ça ne paraît pas évident. Le point, c'est aussi de le faire à l'échelle. Aujourd'hui, je sais monter un projet où je vais trouver une ligne de conditionnement et je vais mettre des capteurs dessus. Le truc, c'est que j'ai 75 usines avec une cinquantaine d'équipements dans chaque, et ce qu'on cherche à faire, c'est un upgrade global. Si vous avez des idées ou le même problème, venez me voir. Ça répond à la question ou... Oui, enfin, non, mais je n'ai pas non plus le résultat de l'équation parce que vos vieilles usines avec les vieilles machines, justement, c'est peut-être celle-là qui cause le plus de tort. Vous aimeriez bien anticiper les pannes de ces machines-là. Alors que si vous allez investir dans des nouvelles machines avec des beaux capteurs, mais qui ne tomberont pas en panne. Donc il y a des paradoxes comme ça qui ne sont pas faciles à résoudre. Alors, en vrai, c'est assez amusant. On a regardé un peu le sujet. La courbe de panne sur l'âge d'un équipement n'est pas du tout linéaire ou croissante. On a plutôt le creux de panne aux environs de 7-10 ans. Ça met du temps de stabiliser un équipement de production industrielle. Mais on ne va pas non plus instrumenter de la même manière les différents équipements en fonction de leur cycle de vie. On ne va pas non plus instrumenter de la même manière des équipements en fonction de l'objectif qu'on a. Dans un certain nombre de cas, je n'ai pas énormément de problèmes de capacité sur une ligne. Je ne vais pas nécessairement l'instrumenter pour éliminer les pannes. Dans un certain nombre de cas, j'ai une vraie problématique de capacité sur une ligne où instrumenter pour gagner quelques éléments de production et de yield sur une ligne va m'éviter de faire un investissement de 50 millions derrière. Et la gestion de cette optimisation et de l'accostage des différentes solutions technologiques, qui par ailleurs bougent, est un des éléments. L'autre question, c'est ça aussi, c'est aligner les priorités en fonction des situations différentes. Je ne vais pas faire la même solution en fonction de mon besoin et ça devient assez différent selon la situation opérationnelle d'une ligne de production. Il y avait une question au fond. Du coup, j'ai une question. Non, mais il y a une dame au fond qui voulait poser une question, je suis désolé. Non, mais quand même. Merci. Bon, en fait, ma question rejoignait pas mal la précédente. C'était si vous pouvez expliquer parler quelques mots au sujet de la traçabilité, parce que j'imagine que ça doit être un vrai sujet pour vous. Traçabilité. Alors, il y a deux niveaux de traçabilité. L'apport du digital dans les améliorations de traçabilité. Alors, d'abord le digital dans l'amélioration de traçabilité. Oui. On a des problématiques de traçabilité de notre côté, plutôt en termes de fournisseurs, parce que, notamment dans le domaine biologique, les matières premières sont le principal facteur de problématiques de production. En termes de traçabilité, il a été défini au niveau européen et un peu dans un certain nombre de pays, des normes de traçabilité de la production qui font qu'aujourd'hui, à partir de février, c'est ça? Merci. Donc il y a un spécialiste ici qui en sait plus que moi. L'ensemble de nos boîtes vont sortir avec une traçabilité complète de l'endroit, de la manière dont ça a été produit et qui va être suivi dans un mécanisme assez sophistiqué entre les distributeurs, les pharmaciens qui pourront vérifier l'origine d'un médicament au moment de sa vente ou de sa délivrance pour le patient. Est-ce que c'est une traçabilité qui est complète, genre à la blockchain? Non, pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on a engagé. Il y a un certain nombre d'explorations en cours sur le sujet, mais pour le moment, on a une vraie standardisation de la traçabilité par ce mécanisme qui est en cours de mise en place opérationnelle pour l'ensemble des acteurs de l'industrie. Pardon. Oui. Ouais, alors du coup, j'avais une question sur finalement le mode de déploiement, l'équipe, comment ça se déploie au sein de l'entreprise mondialement. Enfin, à quoi ressemble l'équipe qui gère ça? C'est une équipe centrale, distribuée, et comment elle s'articule par rapport, je sais pas, au patron des usines, par rapport au patron des lignes de produits?
Voilà. Comment tout ça se met en marche, que c'est un gros changement? Alors, là non plus, je ne pense pas qu'on ait la réponse. On a un peu navigué. La situation actuelle, c'est nous avons une équipe centrale qu'on a réunie, une équipe digitale qui réunit les différentes compétences, que ce soit des compétences métiers, des compétences plutôt opérationnelles, des compétences IT, pour la construction des différentes solutions de la roadmap. Ensuite, on a sélectionné 6 usines prioritaires avec lesquelles on va développer une digitalisation assez complète des différents environnements en créant les services, les solutions et surtout leur mise en œuvre opérationnelle. Enfin, ça, nous savons tous ici que l'outil technologique ne sert pas à grand-chose. Ce qui crée de la valeur, c'est la transformation opérationnelle qu'on fait avec. Et donc, on va utiliser ces 6 usines. On a pu appeler ça des Brilliant Factory, on appelle ça des Lighthouse de notre côté aujourd'hui, pour construire une offre, la valider, la transférer entre chacune de ces 6 usines et ensuite faire des roll-outs beaucoup plus globaux qui vont se faire dans le reste du réseau. On est arrivé à cette conclusion, on avait failli le faire au début, mais on avait un peu de mal à convaincre les usines de se mettre immédiatement dans ce schéma-là. Et donc, on a basculé là-dedans après une première phase où on fonctionnait plutôt par de l'appel à candidature en fonction d'idées, d'innovations ou de concepts qui avaient été lancés dans les usines préalablement. On se rend compte que ce n'est pas facile pour une entité opérationnelle de lancer un produit réellement digital. C'est-à-dire de maîtriser les technologies à l'échelle, de maîtriser des modes de fonctionnement différents. Aujourd'hui, on fait ce genre de choses avec des approches de design thinking et d'agile. Et très honnêtement, ça ne vient pas spontanément encore dans les usines. C'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on les aide, qu'on les aide à développer cette expérience, cette capacité. Ils n'ont pas non plus nécessairement l'expérience réelle de transformation opérationnelle pour utiliser ce type d'outils. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas si simple que ça. Quand j'ai des insights à partir de l'analyse de données, j'ai un superbe modèle de machine learning qui permet de dire ce que je dois faire dans ma production. Je suis responsable de prod sur ma ligne. Avant de faire confiance à ça, il y a un peu de temps. Et donc, on a décidé de reconcentrer ça sur quelques usines dans lesquelles on accompagne la création des solutions digitales avec les créations des capacités de transformation opérationnelle par le digital qu'on va faire d'abord. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le bon modèle non plus. Merci encore, Jacob. Merci à vous, merci pour votre concours.